Nous étions curieux de voir comment cette 75e édition du Festival de Cannes, annoncée comme celle d'un possible retour à la normale, se déroulerait. Un mot s'est rapidement imposé aux festivaliers pour résumer la manifestation, le décontenancement. D'abord parce que de nombreux festivaliers professionnels n'avaient pas remis les pieds à Cannes depuis 2019 et que le festival, cela fut d'autant plus vrai cette année, nécessite toujours une adaptation qui a agi à plusieurs niveaux cette fois. L'accès aux salles, du palais et des sélections parallèles par billetterie, le port du masque, ou non, choix cornélien bien évidemment, et l'éviction des représentants des médias officiels russes ou pro-russes, et enfin, last but not least, l'augmentation pléthorique des films de la sélection officielle. Et dans un second temps, parce qu'il faut bien s'accommoder d'un climat international difficile qui fit l'objet de quelques crispations avec la guerre en Ukraine pour toile de fond. C'est l'accroissement significatif des films sélectionnés en officiel qui nous intéressera le plus pour ouvrir ce bilan de l'édition 2022 du Festival de Cannes. 72 films firent partie de la sélection officielle composée de 21 œuvres en compétition, de 7 hors compétition, de 20 films présentés au Certain Regard, qui fut cette année sans aucun doute possible la meilleure des sélections cannoises en dehors de la compétition, 12 films en séance spéciale, 4 en séance de minuit et 8 présentés dans le cadre de Cannes Première. C'est beaucoup, c'est trop pour 11 jours de festival. Ajoutons à ces 72 films la compétition des courts-métrages, Cannes Classique, la Ciné-Fondation, et vous obtenez un indigeste programme quotidien rendant impossible la couverture correcte de la manifestation, d'autant que la durée des films présentés n'arrange rien. Si l'édition 2021 qui s'est tenue en juillet dernier affichait une augmentation significative des œuvres présentées, il était aisé de justifier l'abondance de biens. Les annulations successives des festivals au cours de l'année 2020, en raison de la pandémie de Covid, avaient provoqué une accumulation de propositions filmiques qui espéraient une exposition que seuls les grands festivals, Cannes, Venise, Berlin ou Toronto, pouvaient leur offrir. Mais cette année, des questions se posent quant aux motivations des sélectionneurs à cumuler les œuvres dans les différentes sélections. Dépouiller les autres festivals ou les sélections parallèles, comme certains l'ont prétendu? Peut-être, mais sans réellement pouvoir étayer cette théorie, il faut reconnaître tout de même que cette augmentation de l'offre a le mérite d'avoir décongestionné certaines projections, notamment celles réservées à la presse. L'atmosphère qui régnait pendant ce festival n'était pas portée sur les réjouissances pour des raisons aisément compréhensibles au regard de la pandémie en cours et de l'invasion russe en Ukraine. On notera, toujours en ce qui concerne les à côté des projections, un changement de cap qui nous réjouit au plus haut point, ici à Split Screen Review, le partenariat entamé entre le Festival de Cannes et le groupe France Télévisions. Observer le cinéma et les films présentés à Cannes sous un autre prisme que les soirées, le strass et les paillettes, tel que le service public l'a envisagé, a permis de repositionner au centre des débats et des émissions diffusées sur France Télévisions le cinéma et sa dimension artistique. Cinéma et littérature, cinéma et problématiques sociétales, politiques ou esthétiques, bref, il n'y en avait que pour la cinéphilie, et c'est très bien ainsi. La compétition, alléchante sur le papier en raison du nombre des auteurs sélectionnés, ne promettait a priori pas de découverte, pas de surprise particulière, et les films projetés n'ont qu'à de très rares occasions démenti ce que l'annonce de la compétition laissait présager. Certes, les esprits chagrins se sont agacés de cette tendance qui ne demande qu'à être ponctuelle, mais comment reprocher au plus grand festival du monde de souhaiter accueillir les travaux des cinéastes les plus prisés de leur temps ? Nombre de critiques ont affirmé que les films sélectionnés n'étaient en rien les meilleurs de leurs auteurs, ce que le temps et la relecture confirmeront ou infirmeront, mais il ne fait aucun doute que lorsque nous regarderons dans le rétroviseur en fin d'année, les films présentés au Festival de Cannes figureront parmi les meilleurs de l'année. Même Cannes ne peut présenter que ce qui lui est soumis, et à ce titre, nul doute que le meilleur fut conservé et retenu par Thierry Frémaux et ses collaborateurs. Des déceptions pour certains, sans doute, mais c'est oublier une règle fondamentale de la critique. Un film n'a pas à être jugé selon les désirs de chacun, mais en fonction des intentions de son auteur, dont acte. Le palmarès énoncé le samedi 28 mai, quant à lui, prête à discussion pour différentes raisons. D'abord parce que la vision kaléidoscopique du festival qu'il restitue ne rend pas compte de la qualité globale de la manifestation et parce qu'il résulte, sans doute, d'accords entre guillemets diplomatiques entre les membres du jury. Cela, en soi, n'est pas nouveau. Là où le bât blesse, c'est que le palmarès ne suit aucune cohérence sélective qui permettrait aux observateurs extérieurs de comprendre l'attribution des prix ou d'avoir une vision plus ou moins exhaustive de la manifestation. Alors les discussions vont bon train. Il faut bien avouer que la cohabitation au palmarès de films aux fortunes diverses, obtenant des prix qui ne témoignent en rien de leur qualité intrinsèque, la multiplication des prix ex aequo ou des prix décernés pour l'ensemble d'une œuvre plutôt que pour le travail présenté cette année, constituent autant d'arguments pour que le festival prête une nouvelle fois le flanc aux critiques acerbes quant à la constitution de ses jurys. Nul doute, sans cynisme aucun,
que le schéma suivi pour la constitution des jurys ménage à minima un suspense pour l'attribution des prix qui traverse toute la cérémonie de clôture, sauf, bien évidemment, lorsque Spike Lee est président du jury. Toujours est-il, et il faut l'accepter ainsi, qu'un palmarès n'est pas à considérer comme la quintessence d'un festival et que la vérité de la manifestation se débusque au détour des projections de l'ensemble des œuvres présentées, les primer comme les oublier, les bouder ou les occulter. Il faut donc s'habituer à des palmarès qui se contentent de suivre un air du temps dicté par la loi de l'immédiateté ou bien par le besoin de satisfaire l'ego des membres du jury, plus guidés par l'émotion que par une réflexion artistique. Et après tout, peu importe. Cela fait partie du folklore cannois et cela prolonge les débats autour du festival, ce que cette chronique tend à vérifier. Or donc, observons les films et passons outre les considérations cérémoniales. Déjà se dire que si le jury a décerné pas moins de 10 prix, un record sans doute, quelques œuvres majeures sont restées à quai. Nous pensons plus particulièrement à Armageddon Time de James Gray ou encore à La femme de Tchaïkovski de Kirill Serebrennikov. Si l'absence du premier au palmarès reste un mystère pour l'ensemble des festivaliers, il est fort à parier que le second a sans doute payé le fait d'avoir été réalisé par un cinéaste russe, en exil certes, mais russe tout de même. Si nous pensons que le film de James Gray bénéficiera d'un écho très favorable, sinon c'est à n'y plus rien comprendre, lors de sa sortie prochaine, des inquiétudes encadrent le film de Serebrennikov dans la mesure où rien n'indique que le film d'un cinéaste russe, même s'il est en délicatesse avec le régime actuel, et même s'il est aujourd'hui en exil à Berlin, risque de subir, hélas, la vindicte populaire, juste parce que les origines de son auteur le condamnent. Dans le même registre, d'autres œuvres marquantes mériteront, lors de leur distribution en salle, une attention particulière. C'est le cas de RMN, de Cristian Mungiu, passé inaperçu ou presque, alors que le film témoigne d'une maîtrise formelle à la hauteur des œuvres précédentes du cinéaste roumain. De la même manière, deux autres films, plus ou moins occultés par les commentaires, devraient bénéficier à leur tour, lorsque l'actualité le permettra dans l'année, d'un écho critique plus favorable. Il s'agit de Leila et ses frères, de l'Iranien Saïd Roustaï, l'auteur du remarquable La loi de Téhéran, et de Nostalgia, de l'Italien Mario Martone. Quelques découvertes cinématographiques se sont présentées comme des friandises inattendues aux festivaliers. Notons que toutes figuraient au certain regard. Nous pensons au film de Lisa Coca et de Roman Guéret intitulé Les Pires, qui a d'ailleurs obtenu le prix du certain regard. Nous pensons également au prix du jury du certain regard attribué au film pakistanais de Saïm Sadiq intitulé Joyland. Nous pensons aussi à Métronome du roumain Alexandru Belk, prix de la mise en scène du certain regard, à Godland de l'islandais Linur Palmason, ou enfin à Warpony de Riley Keough et Gina Gamel, caméra d'or de ce 75e Festival de Cannes, c'est-à-dire meilleur premier film de la manifestation, selon le jury qui était mis en place pour estimer les premiers films présents dans toutes les sélections confondues. Si aucun film n'a semblé emporter l'adhésion totale des festivaliers, nul doute cependant que le niveau moyen de cette édition 2022 restera au-dessus de la production annuelle. Une présentation cannoise est toujours accueillie comme une célébration par les auteurs, mais elle s'accompagne parfois d'une désillusion dans la mesure où les films présentés ici sont jugés avec sévérité et font l'objet d'une comparaison que le principe de compétition appelle automatiquement. À peine vue, à peine vantée, une œuvre est aussitôt remplacée par une nouvelle production dans la mesure où les projections s'enchaînent. Les feux de l'actualité s'éteignent de plus en plus rapidement, mais cela ne traduit rien de la qualité des films présentés. Il n'est pas rare d'ailleurs que plusieurs jours après le visionnage d'un film, celui-ci hante l'esprit du festivalier sans que ce dernier n'y prenne garde. Il ne fait donc aucun doute que les titres évoqués ci-dessus, puisqu'ils nous sont venus spontanément, susciteront l'envie de les revoir, de les revisiter, et qu'ils gagneront lors d'une relecture qui échappera à la frénésie cannoise. Les films existeront enfin pour ce qu'ils sont réellement et non en fonction des autres, et nous faisons le pari que nous réaliserons alors que le Festival de Cannes 2022 aura été, encore une fois, la plus belle vitrine du cinéma parée des meilleurs films de l'année.